Et coucou tout le monde, c'est Laura, et bah bienvenue sur ce deuxième épisode des Chroniques BD. On a passé le mois de janvier, maintenant on va faire le mois de février, au mois de mars, mais bon, voilà, c'est par rapport aux BD justement qu'on fait, que j'ai lu le mois précédent. Donc on va critiquer aujourd'hui, ce mois-ci en tout cas, euh, quand même pas mal de BD orientés super-héros. C'est vrai que ça a été le gros des lectures ce mois-ci. Bon, je m'aperçois que le mois prochain, ça va être tout pareil. Il y a pas mal de super-héros aussi sur une derrière. Mais bon, voilà, c'est un genre que j'apprécie, donc c'est pour ça que ça régulièrement. Et bah, du coup, je vous propose de commencer directement avec la première bande dessinée. C'est Alors, et ben, la première BD, c'est Freaks Wheel, le tome 7. Tiens, hop, tac. Le tome 7 qui est ici. Voilà. Voilà. Donc, pour préparer le tome 7, j'avais relu le 6, avec Magnifique Araignée. Donc, Freaks Wheel, Funérailles. Pas Freaks Wheel, la série mère. Donc, Funérailles est un spin-off de Freaks Wheel. Donc, Freaks Wheel, ça racontait l'histoire d'étudiants dans une école de super-héros avec toutes leurs mésaventures, les problèmes avec d'autres écoles de super-héros qui se mettaient un peu sur la figure. Euh, et donc, on suivait dedans, on suivait ces étudiants, on suivait aussi forcément un peu les professeurs, et une des élèves tombe amoureuse d'un des professeurs, Funérailles, et elle demande au directeur, qui est le frère de Funérailles, de raconter un petit peu l'histoire. Comment il est devenu ce qu'il était, parce que quand même, Funérailles, il a un bras en moins, il est super mystérieux, et il est habillé en noir et tout, avec une chaîne qui pendule, ça fait tout quand il marche. Et il a aussi le virage complètement défiguré, donc il est un petit peu mystérieux. Donc on a eu droit maintenant à Freaks Wheel Funérailles, donc on a 7 tomes. Donc déjà, j'avais la fin du tome 6, ça laissait présager la fin d'un arc mystique. Et donc finalement, le tome 7, c'est un petit peu l'épilogue de cet arc. Et les critiques que je pourrais faire au tome 7, enfin au tome 6, c'est à peu près les mêmes que sur le tome 7. Les critiques, attention, oui, Funérailles, j'apprécie quand même beaucoup. Déjà, l'histoire, qu'est-ce que c'est Ça n'a donc rien à voir cette fois-ci une école de super-héros. Là, on est dans un monde fictif, un monde d'héroïque fantasy. Oui, ce serait plutôt Heroic Fantasy, mais steampunk. Fantasy steampunk. Allez, on va faire un mélange dans des royaumes. Donc, il y a différents royaumes qui se mettent sur la figure. Et donc, on suit Funérailles et Scipio, son frère, euh, essayer un petit peu de renverser le gouvernement. Parce qu'il y a plein de. C'est un peu Game of Thrones. Un petit peu. Et parce que il y a une prophétie, c'est toujours bien une prophétie, qui dit, là j'avance un petit peu, ouais, je crois que j'ai appelé un petit peu vite, à la naissance, dans Funérailles en tout cas, et coucou Algérienne, et oui, on peut voir ma figure de vos gosses. Euh, donc, tu m'as perturbé. Donc oui, donc, dans le monde de Freaks Wheel Funérailles, à la naissance, dans le ventre de la mère, il y a toujours deux enfants, deux jumeaux, et puis durant la naissance, non, il n'y a pas de souci, LG. Durant la, enfin, durant la grossesse, il y a des dents qui poussent à ces enfants-là et ils sont au-dessus dans le ventre de leur mère. Donc il y a toujours, normalement, un seul bébé qui sort, défiguré ou non, parce que forcément il s'est battu. Donc, des fois, il y a la chance d'avoir un enfant parfait, et sinon, des fois, souvent, les enfants sont un petit peu sont défigurés. Et il y a une prophétie qui dit que le jour où il y a deux frères qui naissent parfaits, ça va apporter la mort et la désolution sur le monde de funérailles. Et ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, Funérailles et Scipio naissent parfaits. Donc là, tout de suite, en plus, ce sont des enfants de nobles. Donc ça passe moyen. La mère décide de garder Scipio et finalement de confier Funérailles, enfin de jeter Funérailles au cochon. C'est ce qui se passe. Donc il se fait manger un bras, il se fait manger un bout de visage. C'est pour ça qu'il a la tête un petit peu particulière. Qu'on ne peut pas vraiment voir. Du coup, je vais essayer de trouver une page. Ça va pas être facile. Ah, tac, tac, tac. J'essaie de trouver une page en gros plan. Tac, tac. On l'a juste cette case-là. Donc on voit qu'il est un petit peu défiguré. Parce que derrière, quand il est en train de se faire manger un peu par les cochons, il est sauvé par quelqu'un qui vient, son père.
père adoptif, etc. Puis finalement, il retrouve Scipio, mais par hasard, parce qu'on sait même pas qu'il a un frère jumeau, qu'il existe, hein, lui, c'est voilà. Nous, on le sait parce qu'on a lu Freaks Will, on a vu la scène du début, mais eux ne le savent pas. Et ils l'apprennent finalement que tardivement. Je ne dis pas qu'on vous laisse la surprise du moment. Et donc ce tome 7. Donc oui, c'est un peu. Dans le tome 6, c'était la guerre. Donc on voyait la troupe de Funérailles, parce que Funérailles fait partie d'une armée, que Scipio a rejoint aussi, donc il mène un peu la rébellion, fait partie de l'armée, et pendant tout le tome, ils sont là à discuter du plan qu'ils vont devoir faire pour destituer la leader du royaume de Rennes. La leader, hein, qui on va dire dessinée sous forme de... j'ai perdu le nom de la bestiole, de menthe religieuse. Et donc ils sont partis pour la destituer, donc ils discutent. Ensuite, il y a le combat, je vous dis pas le résultat, et en 3 pages, pouf, on sort complètement de... Enfin, il y a un événement un peu surprenant, mais surtout les 3 dernières pages pour nous dire mais tiens, lis la suite. La suite, bah, finalement, c'est un peu le même problème, c'est qu'on lit toute la mise en place un petit peu du plan, on comprend quand même les conséquences de ce qui s'est passé justement à la fin du tome 6. Elle discute, et dans les 3 dernières pages, attention, révélation, mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de discussions pour ces 3 dernières pages, pour juste 3 dernières pages. C'est un petit peu dommage. Je vais vous mettre je vais vous montrer des images un peu du livre pour vous voir, pour puissiez vous faire une idée. Je n'ai pas dit que c'est écrit et dessiné par Florent Maudou. Donc, Florent Maudou, c'est quand même son Freaks Quill, c'est son bébé. C'est vraiment ça qui le fait vraiment connaître. Il a fait quelques histoires sur les doggy bags. Je sais pas s'il a écrit, il a été sur Mutafukaz, je ne crois pas. C'est vraiment les doggy bags qu'on le retrouve régulièrement. Donc voilà, faut aimer son style. Là, surtout que les pages, bah, là vous voyez, les pages sont tout en noir. Donc ils mettent de la couleur dessus, donc les couleurs sont un petit peu, je sais pas, j'avais pas grand chose en technique, hein, mais elles me semble un peu pastel. Enfin, c'est pas du pastel non plus, mais ça fait vraiment un rendu assez particulier. C'est pas désagréable, on s'y habitue, hein, c'est quand même assez. Moi j'aime beaucoup quand même les dessins. Donc ça c'était Freaks Wheel. Donc Freaks Wheel c'est disponible, bah, c'est déjà disponible, le tome 7. Et c'est chez Ankama qui était au label 619 pour le tome 6 et les précédents, et maintenant c'est passé chez Rue de Sèvres. Et est-ce que j'ai oublié des choses à dire dessus? Non. Ah si, quand même, il y a moins dans le tome 7, mais dans les tomes précédents, il y a souvent des passages aussi en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ils décident de faire noir et blanc. C'est bizarre, alors que c'est la série mère, et tout en noir et blanc, de temps en temps des thèmes couleurs. Un chapitre couleur, là c'est l'inverse. Donc bon, c'est assez étrange. Je trouve ça presque un peu dommage de perdre la couleur à ce moment-là. Mais en tout cas, moi j'aime quand même beaucoup Freaks Wheel. Hein. J'encourage à lire, à découvrir Freaks Wheel et ensuite à découvrir Funérailles. Il y a aussi d'autres histoires en parallèle que je n'ai pas lues. Voilà. Et je sais, il y a un roman aussi qui existe. Il doit y avoir un jeu de rôle. Voilà. Tout un univers qui est fait sur Freaks Wheel. Et voici, on va passer à la deuxième bande dessinée que j'ai lue. Enfin, j'en ai lu un petit peu plus que deux, mais parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est Sillage. Justement, c'est compliqué, c'est que si j'attaquais le tome 21 de Sillage comme ça, de but blanc, j'allais être perdu. Donc je relis toujours un petit peu les précédents. J'hésite à vous en parler, et puis finalement, vous parler, mais comme ça, je vais pas forcément vous montrer de manière vraiment plus détaillée. Je reste générique parce que je peux pas non plus parler de tome 21 en vous racontant l'histoire du tome 21, mais le problème c'est que ça va spoiler tous les autres tomes. Donc si vous n'avez jamais lu Sillage, bah, ça fait du gros spoil. Même si forcément, il y aura peut-être un petit peu quand on arrive au tome 21. Donc Sillage, j'ai un rapport un peu particulier avec Sillage. C'est que c'est la première bande dessinée presque pour adultes que j'ai eu l'occasion de lire. Et Coucou Bob. J'étais jeune à l'époque, hein, j'étais ado, donc j'ai découvert ce genre de BD. Souvent, moi je tournais à des Lucky Luke, à Astérix, Tintin. Voilà, c'était vraiment des bandes dessinées orientées jeunesse. Et du coup, j'ai découvert Sia, donc avec une héroïne plus adulte. Enfin, au début, elle est quand même plus ado, enfin post-ado.
Et bah, depuis 21 tomes, elle a évolué, elle a grandi. Il lui est arrivé plein d'événements. Donc c'était écrit par Jean-David Morvan et dessiné et par David Buchette. Donc David Morvan, on le retrouve vraiment sur un tas de bandes dessinées, même de comics. Il a fait du Wolverine. Bon, voilà, c'est un poids lourd de la bande dessinée en termes de scénario. Et David Buchette, il a principalement fait du sillage. Il avait dessiné autre chose avant. Il a dessiné un tome de 13 Mystery, d'ailleurs qui change complètement de style graphique par rapport à Sillage. Donc Sillage, après le post-apo, c'est pas moins chaotique. C'est pas du post-apo, hein, Sillage, hein. Attention, même si là, par rapport à l'image, ça peut laisser penser. Parce que Sillage, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Névis, qu'on voit sur la couverture, il vivait sur une planète toute seule avec un tigre-ours qui parle, pourquoi pas, et un robot. Et un jour, il y a une petite bestiole qui est arrivée, un extraterrestre, qui scannait la planète et qui a fait bah non, il n'y a pas de forme de vie, on va pouvoir terraformer la planète pour la faire rendre accessible à des êtres qui aiment vivre dans le chaud. Donc du coup, bah, passer d'une planète paradisiaque à une planète chaude, c'était pas cool. Donc Navis s'est un petit peu battu contre ça, puisqu'il se sont aperçus que Navis, bah, il pouvait pas la détecter. Pourquoi? Monde de sillage. Il y avait deux types d'individus. Les psy-actifs, ce sont des personnes qui peuvent lire les esprits des gens et les influencer. Et les psy-passifs, qui eux bah, ne peuvent pas faire ce genre de choses, on peut juste détecter leur onde cérébrale. On peut aussi détecter les ondes cérébrales des psy-actifs, bien sûr. Même si on ne peut pas forcément lire leurs esprits. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et le truc de particularité de Nevis, qui est une humaine, c'est qu'on ne peut pas lire son esprit et elle n'est pas détectable. Donc, c'est un être un peu particulier et cette capacité, ce don, elle va le mettre au service du gouvernement de sillage, la constituante, et devenir agent sur Terre. Donc il y a tout plein de péripéties. Elle est même, non, je ne veux pas dire parce que ça, ce serait du spoil. En tout cas, durant tous ces volumes, elle évolue. Au début, c'est quelqu'un d'impulsif, de naïf, de têtu. Aujourd'hui, déjà dans le tome 21, elle est toujours têtue et impulsive, sachant qu'elle est un petit peu moins impulsive. Petit problème avec Sillage, j'adore Sillage, j'adore retrouver Nevis, c'est que depuis 21 tomes, ça fait long, on avançait pas mal, c'était sympa de retrouver Nevis régulièrement dans les volumes, pendant les 10 premiers volumes, et là, faut quand même reconnaître, les 10 suivants, il se passe grand chose dans l'histoire. L'histoire avance tout doucement. Si je prends par exemple déjà le tome 19, il se passe rien. Enfin, ça ne fait pas franchement évoluer l'histoire générique de Sillage qui est pour elle de retrouver des humains, enfin comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. Enfin, là voilà, ça c'était vraiment un one shot. Il y a surtout quelques pages où on rapproche, regardez, on rapproche aux branches et tout. Fallait lire ce tome pour voir avant d'histoire. Bon, c'est un poil léger sur le tome 19, par exemple. Le tome 20, très bien. Enfin, ça permet d'évoluer l'histoire. Là, on a un grand flashback sur comment Nevis est arrivé, comment Nevis est arrivé sur la planète, la toute première. Mais finalement, vu que ça prend quand même les 4/5 du livre, ça pourrait être presque un épisode de spin-off de Sillage, ça ne fait pas avancer l'histoire non plus de Sillage, on apprend juste à mieux connaître Nevis, d'où qu'elle vient. C'était très sympa à lire, mais bon, j'étais un petit peu léger de ce côté-là. En sachant que, pour savoir tout ça, c'est que Nevis, elle le découvre, et elle trouve globalement une clé USB en marchant dans la rue. Enfin, je sais pas, t'es contre des gens, mais c'est oh, tiens, des données, oh, bah, ça me concerne. Voilà, c'est un petit peu, surprise. Et donc, c'est tome 21, je vais vous mettre tout de suite les images. Hop, paf, paf. Ouais, c'est à peu près les dessins de Buchette. Merci beaucoup, pareil, au niveau des dessins. Donc, là, je suis très content de ce volume, parce que je retrouve un peu une Nevis qui protège les veuves et l'orphelin. On peut le voir sur la couverture. Je vous la montre. Voilà, on trouve tout de suite Nevis qui porte
un enfant avec, on va dire, un peuple à secourir derrière. C'était ça, c'était ça Nevis au début, jusqu'à certains événements qui font que bon, c'est un petit peu calmé de se jeter comme ça pour sauver tout le monde d'un coup. Donc, mais là, voilà, donc, voilà, on trouve vraiment la Nevis qui veut protéger. Donc là, ça parle du thème des migrants. Puisque voilà, il y a des gens qui veulent échapper à la guerre, surtout sur cette planète. Et du coup, bah, ils franchissent dans des coques de noix, l'espace, pour retrouver le sillage. Oui, sillage, je ne l'ai pas précisé. Sillage, c'est un convoi intergalactique de vaisseaux spatiaux, hein. Donc, il y a tout plein de vaisseaux avec différentes races extraterrestres. Ça, niveau race extraterrestre, Buchette se fait plaisir, hein. Il en met vraiment un paquet. Mais elles sont vraiment toutes, chacun leur spécificité, c'est vraiment sympa. Donc voilà, cet homme-là, il est toujours un peu indépendant de la grande histoire, hormis toujours quelques cases, histoire de rattraper, mais voilà, là au moins on a trouvé une hélice qui va protéger un peu tout le monde. Donc c'était vraiment un volume que j'ai vraiment trouvé vraiment sympa à lire. Euh, J'étais content de retrouver voilà, Sillage et Navis. De toute façon, voilà, Sillage, comme je disais, c'est un des premiers amours de bande dessinée. Et donc du coup, bah, je pourrais jamais être trop critique à propos de Sillage. Enfin, si, je le suis un petit peu, mais voilà, j'adore lisez Sillage. Je voulais dire autre chose aussi à propos des dessins de Buchet. Depuis le début, les dessins sont magnifiques. Tout premier, sur tout premier, il y avait des rangs de double page et tout. C'est super bien le découpage. Bon, bah, Jean-David Morvan est derrière le scénario, donc au niveau du découpage, il maîtrise sans problème. Ça passe nickel. Voilà, les dessins, ils sont très beaux, mais des fois, à un moment, j'étais parti, on va dire, il y avait trop de détails par rapport à des fonds très simples. Vraiment des fonds un petit peu juste unis, et puis avec plein de détails devant, mais finalement, ça fait un dessin chargé, pas grand chose. Là, celui-ci, déjà, bah, là, voilà, on le voit sur certaines cases. C'est détaillé, d'autres cases sont plus simples. Voilà, ça joue un petit peu tout, les dessins sont beaucoup plus clairs, et c'est vraiment, voilà, ce top-là, ben, c'est un des meilleurs albums depuis un bon moment. Donc j'espère que la suite elle va pouvoir continuer comme ça, et puis surtout avancer dans son histoire. J'espère qu'elle va retrouver des humains ou des humaines. Elle va retrouver du monde. Et on va passer au livre suivant. Tac, j'ai perdu ma souris. La voici. Paf. Et le livre suivant, c'est Masqué. Oui, j'avais parlé super-héros, on a eu un premier tome, une petite pause, et là, paf, on arrive sur un super-héros. Masqué. Et bien justement, c'est ce que j'avais dit sur le Discord, c'était pas le super-héros, mais pas les super-héros habituels. Là, on parle carrément d'un super-héros français. On le voit au drapeau, hein, cette couverture, et j'adore cette couverture. Parce qu'en plus, pareil, cette couverture, c'est donc Masqué, c'est qui est en intégral. Alors non, c'est pas super français, c'est le mannequin. Mais ça pourrait être super français. Et donc, cette série est sortie il y a à peu près une petite dizaine d'années. Je crois que j'avais noté la date. Oui, si, 2012-2013, donc ça, une petite dizaine d'années, en 4 volumes. Et coucou, chef Maxime. Masqué du super-héros des jets de barrière. Effectivement, vu le moment, masqué, ça sonne un petit peu, ça fait un peu bizarre. Donc oui, donc cette BD sortie il y a 10 ans en 4 volumes, bah, j'avais vu en magasin le quatrième volume qui présentait cette couverture, ça m'intriguait, et malheureusement j'avais laissé passer ma chance, parce que bah, j'avais pas de place chez moi, hein. J'étais plus étudiant, mais j'étais dans un petit studio, il n'y avait pas beaucoup de place. Bah, j'ai arrêté d'acheter des bandes dessinées, et là j'avais recherché en plus le mois d'avant cette BD, j'avais trouvé sur un site d'occasion, j'en avais trouvé 2, il m'en manquait 2 autres donc j'ai laissé tomber. Et puis à un moment, je fouillais un petit peu les prochaines sorties, d'un coup, Masqué, tirage, oh bah ça, je prendrai quand ça sortira. Donc Masqué, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve à Vargue, qui dans un Paris rétro-futuriste. C'est futuriste, mais qui fait aussi très années 20. Qui va se retrouver bah, sans trop rentrer, bah, qui va rencontrer des différentes personnes et qui va tomber qui va acquérir, on va dire, des super pouvoirs. Donc le premier tome, c'est un tome d'origine story.
où on découvre le bonhomme derrière, on découvre un petit peu sa vie. Donc c'est un vétéran d'une guerre, assez traumatisé. Non, j'étais pas chômeur. J'ai été chômeur que 3 mois dans ma vie. Je touche du bois, j'aime pas d'autres, c'est mon touche du bois. Euh, donc j'ai cette chance de pas avoir été au chômage. Mais j'avais quand même de place, hein. J'étais quand même dans un studio. J'avais encore un paquet de BD qui était chez mes parents. Cette bande dessinée, voilà, elle s'intéresse donc à cette personne, mais aussi à l'homme sous le costume. Les 4 volumes qui constituent cette intégrale, ça se déroule à peu près sur 3-4 jours, hein. Ça va assez vite, ce sera un des défauts. Donc du coup, elle est écrite par Serge Lehmann. Serge Lehmann, c'est toujours d'ailleurs un romancier français qui est un peu spécialisé dans la science-fiction. Et ensuite Stéphane Cléty, euh, c'est un, c'est un nom qui revient régulièrement sur les séries concept de chez Soleil actuellement. Tout ce qui est elfes, nains et gobelins, c'est ce sniper que j'avais présenté dans l'épisode 1. Donc je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite des images de la bande dessinée. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé parce que de cette bande dessinée, puisque comme je dis, c'est une BD que j'attends depuis une dizaine d'années, pour la lire depuis une dizaine d'années. De l'attente naît l'envie, et souvent, il y a la déception qui pointe son nez. Et bah là, pas du tout. Et tant mieux, parce que j'aurais été vraiment déçu de pas avoir aimé l'intérêt, enfin aimé l'histoire. Ça, donc ça fait la petite critique que je pourrais faire quand même à toute cette histoire, c'est que ça fait un petit peu un livre un et demi. Alors, sachant que ça se passe que sur 3-4 jours. Donc, autant le premier, on s'intéresse vraiment beaucoup au personnage et enfin, son origine story, on va dire. Et le deuxième, ça parle toujours un peu de lui, mais vu qu'il faut intégrer les méchants, faut mettre des scènes de combat avec les méchants, avec l'antagoniste, ça fait qu'on va un petit peu vite. Mais ça se lit bien, voilà, ensuite la deuxième, quatrième et tout, ça conclut, sauf qu'à la fin, la conclusion, on a un petit fin du cycle. Et depuis 2013, on n'a jamais eu de suite cette bande dessinée. Elle s'inscrit dans un ouvrage un peu plus générique de Serge Lehmann, qui j'ai perdu le nom de toute l'histoire, en gros, avec des super-héros, la fin des super-héros. Bon, j'ai pas lu les autres parce qu'ils ont l'air un petit peu dissociés, mais en tout cas, la suite de Masqué et du mannequin, on ne l'a pas. Donc, la fin du cycle, ça conclut, mais bon, avoir une. Il manque quelque chose. Donc, on aurait eu juste le mot fin, c'était parfait. Notre fin du cycle 1, il ouvre le cycle 2. C'est un petit peu le problème avec Masqué. Un autre truc, mais ça, c'est vraiment c'est du pinaillage, c'est que de temps en temps, il va faire des références à Marvel et à DC. Très bien, donc sur un mur, à un moment, il a marqué Green Lantern was here, quelque chose dans son style. Dans un encart télé, dans les lignes en bas, il y a marqué Tony Stark a acheté. Donc, petite référence à l'univers Marvel ou DC. Et d'un coup, à un moment, ils disent bon, bah tiens, on va aller acheter des armes chez Stark Industries. Donc, dans le dialogue de la petite référence rigolote, d'un coup, Luffy rattache ça à Marvel. À un moment, on voit aussi un autre super-héros DC, mais on le voit vraiment. Je dis, mais pourquoi rattacher à l'univers DC et Marvel sont deux univers différents, hormis sur une des terres de je ne sais pas combien de leur univers parallèle. Enfin bon, ce sont deux univers différents, et là, tout ça raccroche comme ça, gratuitement. Voilà, c'est du pinaillage, parce que ça, c'est pas le cœur de l'ouvrage, mais pourquoi avoir fait ça, je ne sais pas. Voilà, c'est plus pour donner un gros coup de coude pour dire, t'as vu, tu t'es flou, c'est pas que sur une petite, non, on est rattaché à Marvel. Non, pas rattaché, c'est toi qui as voulu te rattacher. Donc, assez étrange. Donc, l'intégrale est disponible chez Delcourt. Delcourt. Tac. Et c'était disponible depuis début janvier. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de chercher les 4 ouvrages en individuel. Hein. Vous n'arriverez pas trop à les trouver. Autant prendre l'intégrale, hein, il est bien. Ça prend pas de place. Vous avez une petite languette. Tac. Vous avez la petite languette. Et puis même une couverture de protection. C'est un peu rêve opportuniste. Oui, c'est exactement ça, Bob. Ils l'ont fait. Ça gâche pas
l'histoire en générale, mais ça te sort du truc. En vrai, si c'était un fan de Marvel qui vend des armes et décide d'appeler son entreprise Stark Industries, ouais, mais là on n'est plus on n'est plus dans la référence. Non, c'était Tony Stark, surtout qu'il y a un autre super-héros qui apparaît. C'est lui, clairement. Je veux pas donner son nom, parce que ça pourrait gâcher un petit peu le début, finalement, du livre. Parce que ça a une influence, mais. Enfin, c'est assez surprenant. On va passer à la suite. Avec un comics. Pas un comics de super-héros. No One's Rose. Que j'ai ici dans une couverture collector, puisqu'elle c'était finançable sur Ulule avec des couvertures collector, avec une couverture collector. D'ailleurs, au passage, par rapport à la fois dernière, sur les noms qui sont sous les bandes dessinées, j'ai mis les scénaristes, le ou les dessinateurs, et aussi j'ai rajouté le coloriste. J'avais dit que c'était un oubli à la fois précédente, le coloriste est aussi très important sur les bandes dessinées. Des fois, c'est eux qui donnent un petit truc en plus. On va avoir des très beaux dessins, mais avec la couleur, ça rend différent. Donc c'est pour ça que il fait aussi partie finalement de la création. J'aurais pu mettre les lettreurs aussi quand j'ai vraiment tous les noms qui sont sur les livres, mais là ça commence à faire beaucoup, ça aurait eu que des noms de partout, ça aurait été très compliqué. Donc, No One's Rose. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire dans un futur. Là on est dans le post-apo. Dans un futur très lointain, où l'humanité a un petit peu foutu en l'air la planète. Oh tiens, c'est bizarre. Donc ce qui reste des humains, ils vivent dans une énorme bulle avec un énorme arbre gigantesque qui pourvoit tout ce qu'ils ont, tout ce dont ils ont besoin. Futur pas si lointain. Oui, enfin là en l'occurrence, je pense que c'est un petit peu lointain. Je regarde s'il y a une date, mais je ne pense pas. Non, il est marqué jadis, c'est tout. Donc l'histoire va s'intéresser à un frère et une sœur qui vivent dans cette bulle. Le frère, lui, remet un petit peu en cause toute l'existence à l'intérieur de cette bulle, puisqu'elle est très classique. Les riches, globalement, vivent en haut, les pauvres, à moitié esclaves, vivent en bas, un peu dans les racines de cet arbre. Et elle, la sœur, elle cherche plutôt à s'intéresser de par ses connaissances, déjà parce qu'elle est quand même très douée au niveau scientifique. Elle pense pouvoir justement régénérer l'arbre, parce que l'arbre commence aussi à mourir, trouver des solutions et peut-être même revivre à l'extérieur. Et donc c'est écrit à quatre mains par Zac Thompson et Emily Horn. Zac Thompson, c'est quelqu'un qui a travaillé, je crois, pour Marvel et DC. C'est pas, je crois, il a travaillé pour Marvel en tout cas. Voilà, différents travaux. Et Emily Horn est une romancière suédoise, je crois. Et Alberto Albuquerque, il a bossé il est assez connu chez Marvel et DC, on le trouve sur pas mal de séries différentes. Il a bossé aussi sur un comics indépendant, c'est Letter 44, qui est sorti il y a quelques années déjà. Hop, je vais vous montrer quelques pages de ce comics. Donc, est-ce que je suis un peu mitigé sur cette bande dessinée, parce que j'ai pris plaisir à la lire, à découvrir un petit peu vite fait les relations entre les deux, chacun la vision du frère et de la sœur qui est un petit peu différente, la présentation du monde. Mais en fait, c'est une histoire qui reste très classique. Voilà, les pauvres en haut, enfin les pauvres en bas, pardon, les riches en haut. On est de la ségrégation, on se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe dehors. Bon, il y a aussi le côté un petit peu écologique, tout le message qui est derrière. Donc c'est quelque chose du déjà vu, peut-être même du déjà lu. Enfin, c'est toujours un petit peu pareil. Là, je pense par exemple au transpersonnel, où on a toujours les pauvres qui sont au fond, les riches qui sont à l'avant du train, en première classe. Enfin, bon, puis il y a toujours aussi cette histoire de rébellion dans le transpersonnel. Enfin, c'est toujours. Donc c'est pour ça que je la trouve finalement peu décevante cette histoire, parce que on connaît. On connaît. Il y a quand même des péripéties, on se dit, ah tiens, je m'y attendais pas à celle-là. Et voilà, il y a quand même quelques petites surprises, et donc c'est heureusement d'ailleurs qu'il y a ça. L'histoire dure 5 chapitres, c'est peut-être ça va un peu vite, mais je me dis aussi que s'ils avaient étalé plus l'histoire, pris le temps de plus présenter les personnages, parce que hormis le frère et la sœur, les autres personnages, on fait que les survoler.
ils font coucou, je suis là, bah je suis plus là. Je caricature, mais à peine. Hein. Mais s'ils avaient étiré un peu plus sur 8 chapitres, par exemple, ça aurait peut-être été trop par rapport à l'histoire d'une histoire connue comme celle-ci. Donc, finalement, c'était peut-être pas si mal d'en avoir fait que ça. C'est une critique sans en être une. Après, voilà, sur le côté graphique, bah, vous le voyez les images, hein, c'est beau. Pour moi, je trouve ça assez. Voilà. Donc, ça a été édité sur une petite maison d'édition spécialisée dans les comics indés, Comics Initiative, qui édite régulièrement leurs ouvrages en financement participatif sur Ulule. Une fois, je vous invite à aller faire un tour sur Ulule pour voir tout le listing des projets BD, et des fois vous allez trouver sur les œuvres de Comics Initiative. Sont à la bande dessinée suivante. Tac. Et bien, on va rester chez Comics Initiative, mais cette fois-ci avec Zod Jackal. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc Zod Jackal, donc c'est écrit également à quatre mains par Colin Kelly et Jackson Lansing. Ces deux scénaristes qui ont déjà travaillé ensemble sur du DC Comics, sur des comics Star Trek aussi également. Et là, ils travaillent pour Valiant sur The Harbinger. Alors, Valiant, on en reparlera, je pense, à la fin, d'ici la fin de la chronique, puisque j'ai des choses à dire sur Valiant. Et c'est décidé par Nathan Gooden. Nathan Gooden, qu'est-ce qu'il a fait? Nathan Gooden ou Gooden? Gooden, petite faute de frappe, désolé Nathan. Et bah c'est le fondateur de Vault Comics, là où sont publiés The Jackal et No One's Rose, qui avait auparavant scénarisé et dessiné les violents barbariques, un peu bourrin, un truc sympa. The Jackal, ça part de l'histoire, ça c'est très difficile à parler de cette histoire-là sans spoiler, faut vraiment découvrir ce livre. Donc on a une jeune femme qui se retrouve dans un monde perdu, enfin dans un monde qu'elle ne connaît pas, qu'on ne connaît pas non plus, donc qu'elle va découvrir en même temps que nous, et elle a une faculté, enfin la faculté, elle le maîtrise pas du tout, c'est qu'elle va sauter dans le temps. Elle va, donc par exemple, on va dire, elle va commencer à l'année 0, puis d'un coup, sans prévenir, elle va arriver à l'année 10, puis l'année 100, l'année 120, enfin voilà, elle va sauter dans le temps, elle ne comprend pas, elle n'a pas de maîtrise de ce pouvoir. Nous non plus, on ne comprend pas, donc justement, on découvre à deux cette histoire. En sachant qu'il y a aussi quelques cases en flashback qui racontent, pour savoir un peu qui est-elle, hein, voir un petit peu ses failles, puisqu'elle a quand même eu quelques soucis dans sa vie sur Terre, avant de franchir dans le monde de The Jackal. Je vais vous montrer quelques images. Hop. Voilà. Et ben cette histoire-là, par rapport à No One's Rose où j'étais un peu mitigé, là celle-là, j'ai été sur les faits du début à la fin. J'ai vraiment pris l'histoire en pleine figure. Enfin, je m'y attendais pas. C'est super. C'est une excellente surprise. Tout est maîtrisé. Par exemple, voilà, vous voyez quelques images entre le moment où, enfin, sur les images, enfin, sur les cases où elle est sur ce monde du Zoo de Jackal, et puis d'un coup, paf, la case suivante, il y a un petit parallèle qui est fait dans sa vie sur Terre. Ça, voilà, c'est vraiment l'enchaînement, il se fait super bien. Les péripéties, bah, vu qu'on découvre à chaque fois là où, dans quelle timeline elle débarque, on a besoin de se refaire un nouveau, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on est toujours surpris on veut toujours savoir, tiens, où est-ce qu'elle est tombée? Et c'est vraiment sympa. Et salut Space Rocket, oui, c'est cool une chronique BD, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, et je le fais quand je l'ai enfin fait depuis janvier, depuis février plutôt. Toute l'histoire est quasiment racontée, bah là on voit sur les cases, hein, en voix off, c'est les cases carrées. De temps en temps, il y a forcément des bulles de dialogue, hein, quand elle discute avec quelques autochtones, quand elle interagit, mais la plupart du temps, on a vraiment ses pensées. On découvre vraiment tout en même temps qu'elle, on vit l'histoire en même temps que Shannon, le nom de l'héroïne. Donc c'était super bien, et sur le dessin, bah, le dessin colle super bien avec l'histoire racontée. Heureusement aussi, heureusement me direz-vous, hein, mais même on pourra le voir plus tard que malheureusement des fois les dessins, bah, ça colle pas autant mais aussi bien. Enfin, pardon, j'apprécie moins les dessins.
plutôt comme ça faut le voir. Donc Sojakan, c'est aussi disponible chez Comics Initiative, et c'est déjà disponible à la vente depuis fin février. Je pense difficile à trouver en librairie, hein. Faut passer quand vous allez voir votre libraire, hein, faut aller, faudra sûrement qu'il le commande. Il y a des chances, il y a de grandes chances. On évite de passer par les plateformes en ligne. On a des commerces, quand on a la chance d'avoir des commerces à proximité, autant en profiter. Passons à la suite. Après le comics, le manga. Et retour des super-héros, hein, My Hero Academia. Donc j'avais prévenu lors du premier épisode, c'est My Hero Academia, c'est quelque chose que je lis, j'en lis au moins un tome par mois. Donc j'ai terminé la série principale, d'ailleurs le mois précédent je vous parlais de la série secondaire. Au mois de mars, pour le mois de mars, je vous parlerai sans doute du spin-off une nouvelle fois. J'ai voulu le récupérer ce matin mais je ne l'ai pas trouvé. Donc par contre, ce mois-ci est sorti le tome 31. Il est sorti en janvier, mais je l'ai lu qu'en février. Donc, parler que maintenant. Non. My Hero Academia, pour rappel, on est dans un monde où 80% des gens ont des pouvoirs, même si on va suivre plutôt des gens donc, qui en ont, on va dire, on va changer les pourcentages, il y a 98-99% des gens qui ont un pouvoir. Et on suit Isku Midoriya, qui lui n'en avait pas, et qui l'obtient du plus grand des super-héros actuels, qui lui lègue son pouvoir. Et qui va ensuite il va pouvoir s'inscrire dans une université, dans un lycée, le meilleur lycée de super-héros, Wei, et il va suivre ensuite tout un tas de péripéties. Et donc My Hero Academia, c'est scénarisé et dessiné par Kohei Horiguchi. Voilà, ça c'est le mangaka, hein, c'est lui qui a fait que cette série, je crois. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas cherché, tiens. Oh ouais, tiens, faute professionnelle, j'aurais pu chercher quand même s'il a fait d'autres choses. Le tome 30, il nous avait laissé sur la fin d'une grosse baston, où c'était vraiment le gros bordel, c'était vraiment les méchants, plein de méchants, plein de gentils, où le combat il n'était pas gagné d'avance, hein, il y en avait beaucoup plus, je pense que même c'était sur les deux tomes précédents, le 29 et le 30, il était sur cette baston, donc c'était vraiment une grosse baston, et celui-ci, et celui-ci, il va nous raconter les conséquences de cette bagarre. Je vais vous mettre quelques pages. Hop, paf. Toi, t'as le pouvoir du pouvoir de Coca qui a été secoué. Et là, pourquoi pas? Il y a aussi des pouvoirs un peu pourris dans l'univers de My Hero Academia. On pourrait même imaginer des gens qui jettent du point de vue. Petite référence à HeroCorp, si tu nous regardes. Donc, voilà, la baston qui avait eu lieu dans les tomes précédents, elle n'était pas sans conséquences, aussi bien sur le plan psychique que physique, hein, on a même eu des morts, enfin voilà, l'histoire d'un coup, là, elle a vraiment basculé, elle est beaucoup plus sombre, j'ai envie de dire triste, mais non, elle est sombre, ça s'ouvrit vraiment, on est très loin de la fête de Wei et de ses péripéties pas très palpitantes, hein, avec un méchant pas vraiment méchant, non, là les méchants, moi j'adore sur cette page d'ailleurs, un méchant avec les mains devant le visage, un petit peu partout. Pareil, ils lui ont donné une origine, ils prennent vraiment le temps sur ce cas. Donc, moi, c'est du shonen classique, donc ça ne fait jamais grand chose, mais là, sur petit retournement de ton, et ben, je me dis, j'ai vraiment envie de connaître l'épilogue, puisque à la fin du livre, on a le droit à ouverture du dernier acte. On a ça. Je vous le laisse pas trop parce que je ne veux pas trop spoiler non plus. Donc ça veut dire que là, on va arriver dans la dernière ligne droite je suppose qu'on va arriver dans la dernière ligne droite du manga, et vu le sens de l'histoire, que prend l'histoire, curieux. Vraiment une grosse curiosité de savoir comment ça va se passer derrière. Donc ce tome-là, comme je le précisais, il est sorti en fin janvier, et c'est publié chez Kiun. Et ensuite, Kiun, il y a un manga qui est sorti cette semaine, et qui a l'air très très bien. C'est Frey Rain. Ce qui paraît, là, les gens ont l'air assez unanimes sur la qualité de ce manga. Faudrait que je m'y pense un petit peu pour peut-être pour voir un peu en parler, et puis même pour moi découvrir ce manga. Passons à un autre super-héros. On a fait du français, on a fait des super-héros japonais,
d'en repartir à la base avec un super-héros américain, en l'honneur avec Invincible. Je vais avoir un peu l'impression que c'est la rubrique nostalgie, hein, puisque j'avais pas dit qu'il y a, j'étais un peu sur un truc que j'ai lu il y a très longtemps, mais c'est quelque chose que je voulais lire depuis très longtemps. Et Invincible, c'était un petit peu le cas. Je m'y étais intéressé quand ça sortait régulièrement régulièrement, j'allais dire tous les mois, mais c'est rien. Sauf que les dessins ne m'attiraient pas. Et puis l'intérêt a commencé à être oublié, et pareil, les gens qui connaissent l'histoire en plus jusqu'au bout, ils disent ouais non c'est génial, faut lire Invincible, faut lire Invincible. Au moment, la majorité des gens ne peuvent pas se tromper, hein, j'ai décidé de me lancer, de lire Invincible, et il faut quand même reconnaître une nouvelle fois que les gens ne se sont pas trompés, hein. C'est quand même vachement bien Invincible. Invincible, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça raconte l'histoire de deux jeunes hommes en bleu, hein, Invincible, qui a un papa qui est le super-héros le plus fort du monde, hein, un truc comme ça, toujours le plus grand des super-héros, le plus fort du monde. Et du coup, on voit les premiers épisodes, premiers chapitres, nous racontent c'est la découverte de ses pouvoirs et puis la formation de super-héros. Jusqu'à un moment, un tweet scénaristique qui fait que tout ce qu'on avait vu dans les chapitres précédents, on se prend une dans la figure, oublie tout, on change complètement de piste, et ça c'est génial. Mais enfin, il y a plein d'autres trucs qui sont très bien dans Invincible, dont je vais parler juste après. Donc Invincible, c'est scénarisé par Robert Kirkman. Je pense que Walking Dead, ça vous parle peut-être, hein, c'est lui qui a scénarisé avec Tony Moore, enfin le premier en tout cas, il a fait avec Tony Moore The Walking Dead, derrière il a scénarisé tout de suite tous les volumes suivants. Et c'est dessiné, en tout cas depuis le chapitre 8, par Ryan, non c'est écrit Ryan Otley, un dessinateur américain dont Invincible c'est vraiment le plus grand fait d'art. Donc Invincible, pourquoi c'est bien? Ces personnages déjà, je vous donne quelques images, parce que tous les personnages ont leur personnalité. On est content de les voir, que ce soit on va dire tous les super-héros, mais dans le monde d'Invincible, les super-héros sont pas tout blancs ou tout noirs. Il n'y a pas trop de manichéisme non plus, même si ça veut tendre vers du manichéisme, mais en fait après ça nous dit attention, je t'ai retourné le cerveau. Donc du coup tous les personnages sont vraiment contents de les retrouver, parce qu'on va suivre principalement Invincible, hein, Mark Wilson, mais du coup on va de temps en temps sur quelques cas, sur quelques pages, on va voir d'autres super-héros, soit pendant ce temps de retour au ranch, on va voir un petit peu les autres. Du coup, on voit leur personnalité, on les voit évoluer, donc ça rend vraiment le récit sympa. Beaucoup de détails, des fois, c'est des petits détails qui sont juste sur une case, puis des chapitres plus loin, et ça va faire l'histoire. Enfin, pas faire l'histoire, mais ça va revenir sur une case. Je pense à un moment dans des premiers chapitres, quand Marc découvre ses pouvoirs, il doit foutre dans une poubelle, la poubelle s'envole dans le ciel, et puis plusieurs chapitres plus tard, on voit la poubelle retomber sur le sol, sur une case. C'est gratuit, mais voilà, ça fait la petite référence, c'est rigolo, pour dire que l'auteur il a pas oublié ce qui s'était passé auparavant. Donc c'est Invincible. Regarde si je vais dire quelque chose. Oui, concernant ce tome 5, on a l'impression, c'est partagé, parce qu'on a l'impression d'avancer dans l'histoire, dans la grande histoire, hein. Mais en fait, on fait pas mal de surplace, c'est qu'on voit là, les personnages évoluent, parce qu'il leur arrive des choses et tout, leur situation évolue, mais au final, par rapport à la grande histoire, elle a un peu évolué, elle a un peu bougé, mais pas tant que ça. Ça, disons, comme je viens de dire, vu qu'il a tendance à mettre plein de petits bouts de trucs un peu partout dans son histoire, Kirkman, peut-être que d'ici plusieurs chapitres, ça va nous tomber sur un coin de la figure, et il y a tout qui va fabriquer, et là ça va ensuite l'enchaîner. Non, non. Curieux de voir dans la suite, donc les intégrales sortent à peu près tous les mois, mois et demi, 2 mois. Ça sort, elle sort régulièrement. On n'a pas besoin de relire le précédent, on se souvient encore un peu de tous les événements précédents. Côté dessin, si je n'étais pas lancé non plus à l'époque dans Invincible, c'était à cause des dessins.
prenais les volumes, j'aimais pas les dessins. Peut-être parce que je prenais les premiers volumes. Les premiers volumes étaient dessinés par Cory Walker, qui est donc aussi édité en tant que créateur d'Invincible. Et j'aimais pas du tout ces dessins, je sais pas, il y a un truc qui ne passait pas dessus. Et heureusement, désolé pour Walker, vu qu'il mettait un petit peu de temps à dessiner pour une série qui se fait revenir régulièrement, il a été remplacé par Ryan Otley, qui a gardé un peu le même côté graphique, sauf qu'il y a un petit changement qui fait qu'il est plus sympa. Enfin, que je préfère en tout cas. Je suis pas un gros fan non plus, hein, mais bon, au final, au bout de 5 volumes, c'est pas sans problème, surtout que j'ai l'impression qu'ils sont très fines. Donc tant mieux, non, tant mieux. Tant mieux, après les couleurs sont très vives, mais ça passe aussi très bien par rapport au récit. Au récit raconté, parce que bon, voilà, ils sont quand même quelques cadres, hein. Il y a un petit peu de taches de sang. C'est pas, ils se tapent pas sans éclaboussure. Donc là, c'est vachement mieux. Et en plus, on a droit à des lions de l'espace. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour finir un peu avec les dessins, ce qu'on pouvait reprocher dans les premiers, enfin vraiment dans les premiers chapitres, puis un petit peu encore un peu par la suite, c'est sur certaines cases, les cases sont répétées. Il y a les bulles qui changent, le texte change, mais la case est la même. C'est entre guillemets, bon, on gagne du temps, on fait une page avec la même case, et qu'on a dû changer les dialogues. C'est de la facilité, j'aime pas du tout ce procédé. D'ailleurs, ils s'en sont moqués un petit peu. À un moment, sur une histoire courte, ils s'en moquent. On dit l'auteur, mais dites, vous dessinez toujours les mêmes cases et tout, c'est un peu facile. Puis là, les cases se déroulent, elles bougent pas. Donc c'était très drôle. Même si, de temps en temps, de faire ce genre d'avoir ce procédé, ça permet de marquer une pause dans le récit. Et ça c'est vraiment, c'est un procédé scénaristique. Faut l'utiliser, mais on va dire avec parcimonie. Ils le font beaucoup mieux à partir déjà de ce tome 5. C'est sympa. Dans ce tome aussi, on voit les conséquences des combats, parce que quand il y a du combat, pensez un petit peu à la fin des films Marvel, ça bastonne, il y a tout qui explose et tout, les bâtiments qui s'écroulent et tout. Dans les bâtiments, il y a des gens. Et donc, du coup, on voit un petit peu les conséquences de cette destruction, comme on appelle ça au cinéma. On découvre ça aussi dans le volume d'Invincible. Donc Invincible, c'est édité chez Delcourt. Ça sort à peu près tous les mois, 2 mois, régulièrement. Il devrait y avoir à peu près une douzaine d'intégrales par rapport à ce qui s'est fait aux États-Unis, et puis surtout par le fait que ce sont des volumes doubles. Donc là, on est quasiment à la moitié du récit. Tiens, petite critique pinaillage, j'ai beaucoup pinaillé. Le petit bonhomme que vous voyez là, super personnage en passage, c'est dommage, c'est le même dans le tome 4. Avant, ça changeait tout le temps, et là, le tome 4 et 5, c'est le même bonhomme. Il y en avait plein d'autres, ils ont plein de personnages dans Invincible. Prenez dans d'autres, prenez pas le super extraterrestre avec un seul œil. Voici pour intégral. Passons à la suite. Là. La suite. Revenons sur Terre, non, revenons sur la BD franco-belge, un petit peu italienne celle-ci, avec Colonisation. Colonisation, ça nous raconte l'histoire. Prenons le début. Il y a très longtemps, l'histoire de colonisation, l'humanité elle commençait à aller pas super bien, donc ils se sont dit tiens, on va envoyer des vaisseaux dans l'espace, un petit peu partout pour coloniser la galaxie, puis surtout faire survivre l'humanité. Pas de chance, peu de temps après, il y a des extraterrestres qui sont venus faire coucou, qui ont dit non mais attendez, on peut vous partager la technologie pour voyager rapidement. Et du coup, l'humain a pu quitter la Terre et coloniser la galaxie. Par contre, les vaisseaux qui étaient partis avant eux, ils étaient un petit peu perdus. Et donc, Colonisation raconte l'histoire d'une équipe qui recherche ces nefs, justement, ces vaisseaux. Donc, soit les vaisseaux, soit les humains qui vivent dans des colonies, soit même des fois les générations futures. Donc, on suit cette équipe qui poursuit qui recherche à retrouver les nefs, en sachant qu'ils sont pas, il n'y a pas que le gouvernement, parce que ces personnes-là sont employées par le gouvernement, qui veut retrouver les vaisseaux. Il y a aussi ce qu'on a des écumeurs qui cherchent à
trouver ces vaisseaux et ces capsules de colonisation pour pouvoir les vendre. Autre chose, on le verra un petit peu durant les 6 volumes pour l'instant de, de cette histoire. Donc colonisation, donc ça fait le tome, j'ai relu le tome 5 avant, en fait le tome 6, hein, puisque c'est une BD qui sort une fois tous les ans, on oublie un petit peu les tomes précédents. Donc cette BD est été scénarisée par Denis-Pierre Philippi. Denis-Pierre Philippi, c'est... voilà, qu'est-ce qu'il a écrit j'ai même pas noté ce qu'il a fait de ce monsieur. Désolé, je n'ai pas noté non plus. Et c'est dessiné par Vincenzo Cuccia, un Italien, qui a dessiné chez Soleil. Je ne sais pas. J'ai rien noté sur eux, donc à moi. Donc, colonisation, le tome 6. De là, on va reparler un petit peu des tomes précédents. On va dire que les 2-3 premiers tomes, c'était vraiment du one-shot. On découvrait l'équipe. Dans le premier tome, on a découvert cette équipe de récupération. Bon, bah, ils ont fait leur mission. Deuxième tome, une nouvelle mission. Il y a un petit fil rouge, mais qui est vraiment donc ça peut presque se lire indépendamment. C'est très très bien. Pour mieux si on veut découvrir évoluer un peu n'importe quoi. Le tome 3 commençait déjà à changer ce format-là, mais pas trop. Puis après, par contre, le 4, 5, 6, non, faut avoir lu les précédents, c'est mieux. Du coup, c'est pas moins bien, c'est juste que je raconte une histoire plus globale. Donc le tome 6... Qu'est-ce que je peux dire sur le tome 6 par rapport au précédent? Non, il est dans la lignée. Franchement, ça s'enchaîne vraiment très bien. Ce tome 6 a pris le choix de couper l'équipe en deux. Donc il y a une équipe pour l'histoire d'un côté, l'autre est l'équipe de l'autre. Le danger avec ça, c'est d'un coup, c'est quand on est bien dans l'histoire de quelques personnages et d'un coup, paf, on s'arrête, on passe sur l'histoire de l'autre. Mais on voulait savoir ce qui passait dans le premier. Et là, c'est très bien géré. Il y a une montée en tension au fur et à mesure de ce 6e album, qui fait que au moment où une action elle part des deux côtés et on tourne la page, paf, on passe sur l'autre équipe, mais on veut savoir, on tourne la page, on tombe sur l'autre équipe, sur la première équipe, on veut quand même aussi savoir, c'est vraiment bien foutu. Le petit bémol, c'est par exemple, c'est pas un bémol, c'est par contre ils hésitent pas à tuer les personnages de l'équipe, donc des personnages qu'on a connus depuis 5 tomes. Mais le problème, c'est quand c'est fait, c'est ça le petit bémol, c'est que quand ils le font, et paf, il est mort. Voilà, il meurt. Il y a une case ou deux qui parlent, une aussi qui vont parler. Oh bah tiens, il est mort. Tout va bien derrière, en sachant que l'équipe est en deux. Au moment où ils se retrouvent, on pourrait voir un peu, on va dire, un instant pleur, mais même pas. Il manque ce petit truc. Mais après, disons, voilà, l'histoire, elle se dit bien. Je sais pas combien de tomes ils sont partis pour raconter leur histoire. J'espère qu'on part pas sur une quinzaine non plus, hein, allez, une petite dizaine ce serait pas mal. Allez, même 8, je pense que ça pourrait peut-être conclure. On verra, surprise. Au niveau des dessins, je ne l'ai même pas montré, c'est juste magnifique. Enfin, je trouve personnellement les dessins magnifiques. L'école italienne, là, elle fait vraiment des ravages. C'est très détaillé, mais toujours très clair. Que ce soit dans les vaisseaux. Ce tome-là se passe beaucoup sur des vaisseaux. Enfin, une équipe sur un vaisseau, une équipe sur une planète. C'est pour ça que je vais essayer de vous mettre aussi une case d'une planète. Voilà. Mais voilà, c'est toujours très lisible, au contraire des couvertures. Moi, je trouve que c'est de la couverture déjà. Cette couverture de ce tome 6, je la trouve très bonne. Le truc de glace en haut, en bas, c'est une case qu'on retrouve dans l'album, mais je la trouve moche. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Au contraire, par exemple, du tome 5, aussi, cette couverture, je la trouve beaucoup plus jolie, mais je la trouve très fouillie. Parce que ici, en bas, voilà, on voit que l'équipe, on voit qu'elle est en train de faire quelque chose. Bon, ça nous raconte un petit peu l'histoire. Sauf que, quand je voulais parler des couvertures, j'ai un petit peu plus regardé en détail, je me suis aperçu qu'ici, tac, et ici, il y a des personnages, il y a donc qui poursuivent. Je les avais jamais vus. Quand on avait eu l'île libre,
lu le livre, euh, forcément, on commence toujours par la couverture quand même. Donc le truc, j'avais vu les personnages en bas, j'avais pas vu les deux autres. Donc ça me montre vraiment qu'elles sont trop chargées, ces couvertures. Très jolies, mais trop chargées. Au moins d'un côté, sur les étalages, ça attire l'œil, puisqu'il faut quand même aussi savoir que la durée de vie moyenne d'une bande dessinée sur les étalages, enfin même de vente sur les étalages, c'est 2 semaines. 2 semaines, elle est remplacée par d'autres BD, puis les ventes elles chutent complètement. C'est un peu dommage parce qu'il y a une surproduction de bande dessinée, et là dans le manga, c'est même plus une surproduction dans le manga, les chiffres ont bondi l'année dernière sur le manga, et là, il y a tout le monde qui décide d'en faire, des maisons d'édition qui se créent, on trouve vraiment tout un tas de mangas, comme, on va dire comme au Japon. Mais il y a une surproduction, est-ce que ça c'est bien pour le consommateur en tout cas? Peut-être pas. Du coup, il y a à boire et à manger dans tous les choix. C'est comme ça, hein, que voulez-vous, hein. Le manga, ça marche, le comics, ça ne marche pas. D'ailleurs, le comics, Urban Comics va mettre en vente à peu près en juin, je crois, peut-être avant, Urban Nomad. Ils vont sortir leurs histoires, hein. Certaines grosses histoires. Il y aura du Batman, il y aura Fable, il y aura V pour Vendetta, Watchmen. Ils vont ressortir ces bandes dessinées-là en format de poche, en format plus typé manga. Donc, je pense que c'est pour attirer justement un nouveau lectorat. Le lectorat manga, il essaye de faire des choses pour que les gens lisent du comics. Honnêtement, c'est pas le genre de livre qui va être pour moi, hein. Moi, je vais pas dire moi d'ailleurs. Je suis quand même un lecteur de comics, du coup, j'ai presque envie, moi, plutôt de retrouver un comics en grand format, avec des grandes cases, avec des mangas, faire avoir un manga en grand, parce que j'apprécie le mouvement de pouvoir voir les dessins. En plus petit, c'est un peu dommage, mais je suis pas le cœur de cible de cette collection. Si le volume de V pour Vendetta existera en gros, hein, si j'en ai besoin, je vais dans ma bibliothèque pour le lire. Et on va passer du coup au dernier ouvrage de ce mois de février, qui est Angel Wings. Donc Angel Wings, je l'ai lu en pré-publication. Angel Wings, là tout de suite vous voyez, c'est un livre sur l'aviation et sur une pilote, Angela McCloud. Donc c'est un récit qui s'est déroulé dans les premiers cycles, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les îles du Pacifique. Enfin, au niveau du Pacifique, je ne sais pas si ça se passait que du côté d'Iwo Jima et tout. Donc le tome 7 commence un nouveau cycle, là qui se déroule en 52 au niveau des Corées. Donc dans ce volume-là, on n'y suit pas trop Angela, donc le personnage principal, on y suit plutôt son fiancé Rob qui part en mission et qui va lui arriver des choses, et donc après Angela va rentrer dans l'histoire aussi pour essayer de retrouver Rob. Donc là, le BD est scénarisé par Yann. Yann, c'est aussi un petit peu comme Jean-David Morvan, un poids lourd au niveau de la bande dessinée, hein. Il a fait du Lucky Luke, du Marsupilami, du Spirou, du 13 Mystery, voilà, du Trigal aussi. Il a fait beaucoup de choses. C'est un poids lourd, hein, voilà. Et c'est dessiné par Romain Hugo, qui lui est spécialisé vraiment dans les BD d'avion. Et parlant du dessinateur, vous allez tout de suite voir les images, hein. C'est juste magnifique. Il y a détaillé à un point. Faut compter les rivets sur les carlingues. C'est vraiment dingue la précision du dessin. Les scènes d'action, alors vous en voyez une, elles sont hyper dynamiques. On suit vraiment bien le mouvement des avions, hein. Romain Hugo est un pilote, il connaît les mouvements de l'avion, il sait très bien que quand on prend un virage, on peut pas regarder non plus de l'autre côté, on peut pas se tourner, on prend quand même des jets dans la figure, donc du coup il a très très bien à retranscrire. Après, moi je suis pas client de ce genre de dessin. C'est beaucoup trop détaillé, moi c'est trop réaliste pour une bande dessinée. Pour des artworks, il n'y a pas de problème. Pour des calendriers, parce que les avions sur les calendriers ça marche aussi, il n'y a aucun problème. Mais une BD, je sais pas, je suis un peu plus anticipé, c'est pas ma carte. Mais c'est pour ça que je trouve les dessins très moches. Non, les dessins sont magnifiques. Ensuite, l'histoire. Ça, j'ai découvert ce Angel Wings par ce tome-là, je n'ai pas lu les précédents.
Et ce qui est très bien, c'est que vu que c'est le début d'un cycle, on peut le lire sans connaître sans connaître avant. Il va peut-être nous manquer des choses, on ne connaîtra pas tout le passif entre Angela et Rob et d'autres personnages, mais ça ne manque pas. On voit qu'il nous manque des trucs, mais ça se lit sans aucun problème. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc, vu que les BD sont par cycle, à la fin de ce volume, l'histoire se termine, mais elle a une porte qui est très très grande ouverte. Du coup, on sait très bien que si on veut savoir la fin, il va falloir lire la suite. Enfin, la fin. Disons que les péripéties faites par ce tome 7, elle se termine. Voilà, c'est la suite de l'histoire générale qui elle continue. Voilà, c'est toujours agréable à lire. Voilà, je ne vais pas continuer. Je pense que si j'ai l'occasion de lire au tome 8, je le dirai au tome 8, hein, mais voilà, là, il avait en pré-publication. J'ai découvert cette histoire, très bien. Vu que moi, je suis quand même orienté science-fiction, fantasy, super-héros. Voilà, je vais laisser cette bande dessinée à une personne qui aime l'aviation. S'il y en a pas, bon, en tout cas, qui aime ça. Gros point note, je trouve. Même si l'auteur se défend en disant que c'est pas une BD, c'est pas une BD machiste, tout ça. On est en 50, donc effectivement, les pilotes femmes, il y en avait. Il y en avait au moins une qui a pu faire ce que fait Angela. Et donc oui, c'est un univers très machiste. Du coup, bon, on a quand même toujours des phrases. Là, au moins, l'héroïne n'est pas sexualisée. Dans les volumes précédents, a priori, elle l'était un petit peu plus ou moins, même si l'auteur s'en défendait. Par contre, la dernière page du bouquin, on a une Marilyn Monroe toute nue. Et là, on a envie de dire, mais pourquoi? Ok, les mecs, des robots, mais par rapport à l'époque, pourquoi pas? Donc ils sortent un magazine Playboy, pourquoi pas? Mais qu'ils l'ouvrent ensuite, pas de soucis, mais que nous on voit l'image qu'ils sont en train de regarder, c'est gratuit, ok, pin-up et aviation, ça va ensemble. Et là c'est une BD, ok. Oui, les lecteurs peut-être de cette BD attendent ce genre de choses, mais too much, trop. Donc, Angel Wings, c'est publié aux éditions Papier. C'est pour ça qu'il y a les Marine Monroe toute nue. Et ça sort le 16 mars. Donc, c'est pas encore sorti, ça sort dans une petite quinzaine de jours. Et voici donc voilà tout pour ce que j'ai lu ce mois-ci. Au début, je dis, oh, il y en avait beaucoup, et puis finalement, avoir relu différentes BD, ça remplit, on est bien sur la dizaine de bandes dessinées, de nouveautés ce mois-ci. Donc, maintenant, on sera rendez-vous le 1er avril, ce n'est pas une blague, hein, pour les lectures du mois de mars. Hein. Peut-être que si je fais terminer une BD le 31, il va falloir que je bouge mes fesses pour faire la chronique pour le lendemain. C'est jouable. Je vais gérer. Donc du coup, rendez-vous dans un mois, mais peut-être que il y a une grande chance que d'ici là, je fasse une chronique hors série sur l'univers Valiant. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, très, très rapidement. L'univers Valiant, qui est un univers de super-héros, on va dire que c'est le troisième plus gros pool de super-héros aux États-Unis, hein, Marvel, la DC. Après, on a plein d'autres maisons d'édition de comics. Valiant est même très très loin, mais en termes de super-héros, c'est eux qui ont le plus. Il y en a vraiment un paquet. Et elles sont publiées actuellement chez Bliss Edition. Et du coup, j'ai quand même pas mal suivi cet univers, donc j'ai envie de vous en parler, puisque vous allez le mois prochain, au mois de mars, vous devriez avoir, au mois d'avril du coup, mais pour les BD du mois de mars, j'aurais sûrement lu un volume ou plusieurs de cet univers, donc tant vous avoir initié à cette série en vous en parlant dans un hors-série. Là, le hors-série est en préparation, j'espère pouvoir le faire d'ici mai, ça devrait être jouable. Après, voilà, je vous tiendrai au courant sur Discord, peut-être que ce sera fait, je ferai ce série. Donc du coup, moi, la chronique est terminée. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et un bon mois de mars. Et on se voit au moins le mois prochain, ou peut-être avant. Allez, content que ça t'ait plu, Bob. C'est aussi pour ça que je fais ça. Merci à vous d'être venus, et puis au mois prochain. Allez, des bisous.
Ciao, ciao.